Chapitre 5. L'ombre du chasseur de tête. Quelques jours plus tard, un homme mystérieux aborda Jean-Claude près de la machine. Didier Fargex. Il prétendait être chasseur de tête. On m'a chargé de rentrer en contact avec vous. Il y a des gens qui vous veulent. L'ego de Jean-Claude gonfla instantanément. On lui parlait de diriger une équipe de 50 personnes, on louait son statut de commercial hors pair. Jean-Claude se voyait déjà au sommet, négociant son salaire. Je me fais 2 à 3 quintes. Mais la réalité le rattrapa brutalement lorsqu'une femme entra dans la pièce. Le visage de Fargex se décomposa. C'est une emmerdeuse. Pas de panique. On reste calme. On fait comme si de rien n'était. Comme si vous n'avez couché pas faim. La femme gifla Fargex en le traitant d'amu. Coucher avec une femme mariée en province. Tout se sait. Jean-Claude comprit avec horreur qu'il n'était qu'un alibi, une couverture pour une histoire d'adultère minable. Jean-Claude, un chasseur de tête à votre niveau. Non, un chasseur de tête à claque, non, conclut cruellement Hervé. Chapitre 6. Comptes et mécomptes. La fin du mois approchait, et avec elle, l'heure des comptes. Sylvain, le comptable timide, tentait désespérément de mettre de l'ordre dans les notes de frais de Jean-Claude. C'était un champ de ruines. Non, mais écoute, là, Jean-Claude, là, t'as dépassé les bornes. Je te jure, c'est trop visible. Sylvain pointa une dépense suspecte, le 26, plus de 1000 francs. Le client est venu avec ses gosses. Ils m'ont ruiné en pouce qui a fait les petits salopards, mentit Jean-Claude. Mais Sylvain n'était pas dupe. L'heure de la note indiquait 3 heures du matin au 122, un établissement de nuit douteux. Pire, il y avait des appels surtaxés vers 08 Jessica et 8 Toits. Acculé, Jean-Claude reçut un appel de sa banquière en plein milieu de l'explication. Il tenta de faire croire qu'il était avec le comptable et que le virement de 22 000 francs allait arriver. Carole, passant par là, s'indigna de ce déballage public dans le couloir. Mais Sylvain, par pitié ou lâcheté, couvrit Jean-Claude, affirmant que si tout le monde avait sa rigueur et son honnêteté, eh bien la société irait mieux. En échange de ce silence, Jean-Claude promit d'emmener Sylvain au 122. Chapitre 7. La mort de Robert et la fracture imaginaire. La semaine s'acheva sur une note morose. Une quête circulait pour le départ en retraite de Robert, le chien de la sécurité, une figure de l'entreprise, avec 32 ans de boîte, 32 ans à faire des rondes dans l'immeuble, 32 ans à écouter RTL. Hervé, radin notoire, tenta une manœuvre complexe. Eh ben moi, je mets 200 et je récupère 100. Comme ça fait gros. Mais le destin frappa. On apprit soudain que Robert était mort. 53, c'est le promesquin. Mais qu'est-ce qu'il fait? Hervé, furieux d'avoir failli donner de l'argent pour rien, s'empressa de récupérer sa mise. Tiens, rends-moi mes 100 balles. Jusqu'au bout, il nous aura fait chier. Merde. Pour couronner le tout, Jean-Claude revint le lendemain avec le bras en écharpe, prétendant avoir percuté un jogger en scooter dans un bois. Hervé, flairant l'arnaque à l'assurance, lui suggéra de simuler une fracture pour toucher une pension d'invalidité. Jean-Claude hésita, mais l'appât du gain, surtout si c'est à vie, le poussa presque à demander à Hervé de lui briser le bras pour de bon avec un crayon de couleur. Heureusement, sa lâcheté l'emporta au dernier moment. Ainsi allait la vie à la Jeugène. Entre petites magouilles, grands mensonges et café tiède, la machine continuait de tourner, broyant doucement les âmes de ceux qui s'y pressaient. Chapitre 13. Le dîner des anonymes. La cruauté est un passe-temps comme un autre quand l'ennui devient mortel. Jean-Claude et Hervé avaient trouvé une nouvelle proie. Un homme des archives. Jean, un être gris, effacé, qui remontait parfois à la surface pour respirer l'air vicié de l'étage commercial. Il l'avait invité à dîner, pas par gentillesse, mais par vice. Le plan était simple, l'humilier subtilement, le faire boire, et se repaître de sa médiocrité pour oublier la leur. « Regarde qui est là » chuchota Jean-Claude. « C'est le nouveau du service archive, là. Comment il s'appelle déjà ? Je sais plus. Ah merde, ça va le foutre mal.
Il nous a invités à bouffer, et il nous a présenté sa femme aussi, répondit Hervé, un sourire sadique aux lèvres. L'homme approchait. Il avait ce visage interchangeable des employés de sous-sol. Jean-Claude et Hervé paniquèrent, mais c'était une panique joyeuse. Ils se lançaient des noms au hasard, comme on lance des fléchettes sur une cible mouvante. Dimitri, Digne-Klein, Grégory, proposa Hervé. L'homme arriva à leur hauteur, tout sourire, inconscient d'être le dindon de la farce. Salut Hervé, salut Jean-Claude, salut. Ça va toi? On n'a pas de bonne farée quand même, bafouilla Jean-Claude. La conversation s'enlisa dans une banalité terrifiante. L'homme parlait de l'intimité qui se crée dans l'entreprise, de ces liens factices qui remplacent la famille. C'est ça qui est bien. T'arrives dans une entreprise, tu te crées des nouveaux amis, c'est une sorte d'intimité. C'est bien. Pour pimenter le jeu, Jean-Claude décida de monter le niveau de harcèlement. Et ton numéro, comment ça s'appelait? Ah bah évidemment, tu notes 0, 6, 2, 2, 9, 8, 6, 4, 3, 8, avec ton prénom pour pas qu'on confonde. L'homme, naïf, nota. Pendant qu'il allait se passer de l'eau sur une tache imaginaire provoquée par Jean-Claude, qui lui avait renversé du café exprès, les deux prédateurs fouillèrent sa veste laissée sur le dossier. « Vas-y, range, range. »« Qu'est-ce que tu fouilles ?» s'excita Jean-Claude, mi-inquiet, mi-excité. « On voulait te faire une blague. Te piquer ton permis de conduire, et puis te le rendre après. » Ricana Hervé. Ils sortirent le permis, le nom, la vérité. Cyril Barbier. J'y crois pas, la gueule sur la photo. Mais quand l'homme revint, le jeu s'effondra. Hervé, dans sa stupidité arrogante, l'appela Cyril. « Je ne m'appelle pas Cyril, » dit l'homme froidement. « Cyril, c'est le premier de nos cousins. On m'a donné son permis de conduire. » Le silence tomba, lourd comme une chape de plomb. Ils ne savaient toujours pas qui il était. Ils avaient fouillé les poches d'un fantôme. Même pas capable de se souvenir d'un prénom. « Je vous invite à dîner. »« Bande de nazes. Vous êtes minables. » cracha l'homme avant de partir. Hervé tenta une dernière salve. Pathétique. « Salut machin, salut truc. » Ils restèrent là, deux machins et trucs eux-mêmes, vaincus par un archiviste sans nom. Chapitre 14. La débâcle financière de Jessica. Si l'anonymat était une protection, l'argent était une exposition. Et Jean-Claude était sur le point d'être mis à nu. Sylvain, le comptable, n'en pouvait plus. Il entra dans l'espace détente avec une pile de papier froissé, le visage rouge de colère contenue. D'habitude timide, Sylvain tenait là sa vengeance contre le mal alpha du service commercial. « Excuse-moi pour l'état des notes de frais. »« C'est ma femme, » commença Jean-Claude, tentant sa défense habituelle. « À chaque fois, je lui dis, enlève les notes de frais des costumes, mais elle les envoie au pressing. » Sylvain ne recula pas. « Non, mais écoute, là, Jean-Claude, là, t'as dépassé les bornes. Je te jure. C'est trop visible. » Jean-Claude tenta l'intimidation. « Attention, Sylvain, parce que t'es en train de me traiter de tricheur ?» Sylvain sortit un reçu comme on sort une arme. Le 26. Plus de 1000 francs. C'est 3 heures du matin. C'est au 122. Le 122. Le club de striptease sordide de la zone. C'est un gros dîner d'affaires. Le client est venu avec ses gosses. Ils m'ont ruiné en poussi café, les petits salopards. Mentit Jean-Claude, s'enfonçant dans des sables mouvants grotesques. Mais Sylvain avait l'arme fatale, le relevé téléphonique. Alors, sur le détaillé, il y a 08 Jessica, 08 Ula. Moi aussi je l'ai fait, c'est quand on est seul. Mais là, l'humiliation était totale. Jean-Claude, le V8, 300 chevaux, appelait des messageries roses sur le compte de la société parce qu'il était seul, terriblement seul. Soudain, le téléphone de Jean-Claude sonna. C'était sa banque, ou sa femme, ou le diable. Il perdit toute prudence. Devant tout le monde, il hurla dans le combiné, dictant sa vie en chiffres. Mon numéro de carte bleue est le 49 73 01 33 39 51
70 28.